Une chose horrible s'est produite ici, et je suis le seul à connaître la vérité. Regardez bien cette pièce. Il y a quelque chose ici qui cloche, un détail, un seul, petit, presque insignifiant, et pourtant il est là, devant vous, en pleine lumière. Vous le voyez peut-être déjà, ou peut-être pas encore. Je ne l'avais pas remarqué au début, et pourtant, il était là le soir où tout a basculé. Il était là quand les policiers ont fouillé cette maison de fond en comble. Il était là quand personne n'a rien trouvé. Il est encore là ce soir, devant vous. Alors regardez bien. Peut-être l'aurez-vous remarqué avant la fin, avant que mon histoire ne vous révèle ce que cette pièce cache vraiment. Tout a commencé avec une famille des plus ordinaires. Les Mercier habitaient au 14 rue des Acacias depuis 11 ans. Il y avait Thomas, le père, 42 ans, ingénieur dans une entreprise de bâtiment. Un homme discret, sérieux, qui rentrait chaque soir à 19h30 avec une précision d'horloge. Ses voisins le décrivent comme poli, toujours un signe de tête, jamais un mot de trop. Le genre d'homme que l'on remarque à peine et que l'on regrette sincèrement quand il disparaît. Il y avait Claire, la mère, 38 ans. Elle travaillait à mi-temps dans une bibliothèque municipale et consacrait le reste de ses journées à ses enfants et à son jardin. Ceux qui la connaissaient disent qu'elle avait un rire particulier. Un rire qui commençait doucement et finissait toujours trop fort, trop vrai, comme si elle ne savait pas s'arrêter d'être heureuse. Il y avait Léa, 9 ans, passionnée de dessin. Elle couvrait les murs de sa chambre de chevaux et de forêts imaginaires, et elle chantonnait en permanence, des mélodies qu'elle inventait elle-même, sans paroles, juste des sons qui flottaient dans la maison comme de la fumée légère. Et il y avait Paul, 6 ans, toujours les genoux sales, toujours une question à poser. Le genre d'enfant qui vous regarde avec des yeux tellement grands qu'on se demande ce qu'il voit que les autres ne voient pas. La famille Mercier n'était pas extraordinaire. C'est peut-être pour ça qu'elle était belle. Ils dînaient ensemble chaque soir. Ils regardaient des films le vendredi. Le dimanche, Thomas faisait des crêpes, trop épaisses toujours, et Claire se moquait de lui. Et les enfants réclamaient encore du sucre. Et la maison débordait de ce bruit vivant, chaud, désordonné, que certaines maisons ont et que d'autres n'auront jamais. Ils avaient des disputes aussi, des tensions, des soirs où les voix montaient, des nuits où le silence pesait entre Thomas et Claire. Mais le matin, la machine à café tournait et quelqu'un posait une main sur une épaule et tout recommençait. Ils vivaient, pleinement, maladroitement, réellement. C'est la factrice qui a donné l'alerte. Le jeudi 14 novembre, elle s'est inquiétée de voir les volets clos à 11h du matin. Elle avait des lettres recommandées pour Thomas. Elle a sonné, personne. Elle a sonné encore. Elle a regardé par le côté de la maison. Rien ne bougeait. Les pompiers ont défoncé la porte d'entrée à 13h22. Ils ont trouvé la famille Mercier dans le salon. Thomas était affaissé dans son fauteuil, les yeux ouverts. Claire était allongée près du canapé, comme si elle avait glissé doucement. Léa et Paul étaient ensemble, dans l'angle de la pièce, enlacés. On a dit plus tard que Léa avait dû prendre son frère dans les bras dans les derniers moments. Les autopsies ont conclu à un empoisonnement lent, méthodique. Quelque chose d'introduit dans leur alimentation sur plusieurs semaines. Imperceptible, sans douleur apparente. C'est ce que les médecins légistes ont dit. Comme si on les avait simplement éteints. L'enquête a duré 18 mois. La police a interrogé les voisins, les collègues, les amis de la famille. Elle a épluché les relevés bancaires, les messages, les historiques de navigation. Elle a cherché un mobile, un ennemi, une dette, un secret enfoui. Elle a cherché quelqu'un qui aurait pu entrer dans cette maison. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. L'affaire a été classée sans suite. Officiellement, auteur inconnu. Aucune arrestation, aucune explication. Juste 4 noms dans un dossier que personne ne rouvrira jamais. La maison du 14 rue des Acacias a été mise sous scellé, puis vendue 2 ans plus tard. Les nouveaux propriétaires l'ont rénovée.
Ils ont abattu des cloisons, changé les sols, repeint les murs. Mais ils n'ont pas trouvé. Personne n'a jamais trouvé. Depuis lors, je reviens parfois. Le silence n'y est jamais complet. Il en reste des bruits. Les cris, les pleurs, les rires, surtout les rires. Les disputes du mercredi soir. La voix de Léa qui chantonnait jusqu'à minuit parfois. Les pas de Paul sur le parquet à 6 heures du matin. Trop tôt. Toujours trop tôt. Ils sont vivants. Vivants comme si je les entendais encore. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle d'eux comme ça. Comme si leurs habitudes étaient les miennes. Comme si leur maison m'appartenait un peu. Comme si j'avais vécu avec eux. C'est presque le cas. J'étais là, assis. J'étais assis là, sur cette chaise, et je regardais ce mur, parce que de l'autre côté de ce mur, il y avait eux. Cette pièce où nous sommes ce soir n'apparaît sur aucun plan de la maison. Elle n'a pas de fenêtre, elle ne figure dans aucun des relevés que la police a étudiés pendant 18 mois. Elle a été construite avant eux, avant moi, par quelqu'un qui avait compris qu'une maison peut avoir des espaces que personne ne soupçonne. Des espaces entre les murs. Des espaces pour ceux qui préfèrent regarder la vie plutôt que de la vivre. Je l'ai découverte par hasard. Une fissure dans la cave. Un passage oublié entre deux structures mitoyennes. Juste assez large pour un homme seul. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à venir. Si, je mens, je sais. C'était un dimanche. Thomas faisait ses crêpes trop épaisses et Claire riait. Ce rire-là, celui qui ne savait pas s'arrêter. Et j'étais là, de ce côté du mur, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti à ma place. Présent. Inclus. Comme si leur bonheur m'appartenait un peu, simplement parce que je l'entendais. Je suis revenu le lendemain. Et le surlendemain. J'ai percé un trou minuscule dans la cloison, à hauteur d'œil, camouflé derrière une saillie de plâtre. Je les regardais vivre. Je les regardais dîner, se disputer, se réconcilier, s'endormir sur le canapé devant un film. Je connaissais leurs habitudes mieux qu'eux-mêmes. Je savais que Thomas prenait toujours le même fauteuil, que Claire relisait les mêmes pages de son livre quand elle était inquiète, que Léa dessinait quand elle n'arrivait pas à dormir, que Paul murmurait le prénom de sa mère dans son sommeil. Je les aimais. Comme on aime un feu derrière une vitre, tant qu'on peut le regarder sans qu'il s'éteigne. Je les aimais vraiment. Ce mot a un sens pour moi. Pas le même que pour vous peut-être, mais un sens. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de partir. Thomas avait eu une promotion. Il voulait s'installer dans le sud, un jardin plus grand, une autre vie, disait-il. J'ai entendu cette conversation un soir de septembre. Claire était enthousiaste, Thomas aussi. Les enfants posaient des questions sur la mer, sur le soleil, sur leur nouvelle école. Et moi j'étais là, dans le noir. Et quelque chose s'est fermé en moi, comme une porte qu'on ne rouvrira plus. Ils ne pouvaient pas partir, pas eux, pas maintenant, pas comme ça. Alors j'ai agi. Le poison, je l'ai introduit progressivement dans les produits stockés dans leur cellier, accessibles depuis la cave dont j'avais copié la clé des années auparavant, sans qu'ils le sachent jamais. Quelques gouttes, régulièrement, dans les bouteilles d'huile, dans le sel, dans le sucre de Thomas, celui des crêpes du dimanche. C'était lent, indolore, m'étais-je dit, je me suis dit beaucoup de choses. Le soir du 13 novembre, je les ai vus s'endormir un à un depuis mon poste d'observation. Thomas d'abord, dans son fauteuil, puis Claire, qui a glissé doucement contre le canapé, puis les enfants. Léa a pris Paul dans ses bras et ils se sont endormis ensemble dans l'angle de la pièce. Je ne vous dirai pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas parce que je ne m'en souviens pas, mais parce que je m'en souviens trop bien. Vous voyez ce bouton ?
De l'autre côté, le salon, le fauteuil de Thomas, le canapé, les dessins de Léa encore éparpillés sur la table basse, la lumière froide qui entre par les volets entr'ouverts. Exactement comme la dernière fois que je les ai vus. Alors, vous l'aviez remarqué ce détail ? Une chaise tournée vers un mur. C'était ça, le détail. Un mur qu'on regarde. C'est absurde. À moins d'avoir une bonne raison. C'était ma place, depuis le début. Je ne suis jamais vraiment parti. Pourquoi partirais-je ? Ils sont encore là, quelque part, de l'autre côté du silence. Et moi je reste.